Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Je cherchais après un sujet original à aborder avec vous et puis en regardant par ma fenêtre, je me suis dit, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Elle fait partie de notre quotidien, elle est l'une des actrices principales de l'apparition de la vie sur Terre. Je vais bien sûr parler de la lumière. Nous allons voir ensemble ce que c'est exactement, ses différentes sources, sa possible utilisation dans le voyage dans l'espace, les objets les plus lumineux de l'univers ainsi que d'autres trucs tout aussi intéressants. Bref, la longueur de cette introduction frôle la perfection et c'est donc parti pour ces 10 choses à savoir sur la lumière. Qu'est-ce que la lumière exactement? Eh bien, c'est une onde ayant des propriétés à la fois électriques et magnétiques. On dit donc que c'est une onde électromagnétique qui va principalement nous servir à voir des objets qui se trouvent dans notre champ de vision. Parce qu'il faut savoir que c'est uniquement grâce au fait que la lumière se réfléchit sur l'objet en question que vous serez capable de le voir. La vision d'un être humain est capable de capter tout un ensemble de couleurs allant du violet jusqu'au rouge, et on va dire que ça tombe bien parce que la lumière émise naturellement par notre soleil, la lumière blanche, est en partie composée de ces fameuses couleurs visibles par l'homme. C'est ce qu'on appelle le spectre du visible. Il regroupe toutes les ondes des couleurs captées par l'œil humain et chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Plus elle sera courte et plus elle va tendre vers le violet. D'ailleurs, le minimum qu'on puisse capter est une longueur d'onde de 400 nanomètres. En dessous de ça devient de l'ultraviolet qui est totalement invisible à l'œil nu. Et à l'autre bout du spectre se situe donc le rouge dont la longueur d'onde maximale qu'on puisse voir est de 700 nanomètres. Au-delà, c'est de l'infrarouge qui n'est bien évidemment pas visible naturellement par nous, humains, qui sommes d'ailleurs doublement chanceux car la lumière est également capable de se déplacer dans le vide spatial, contrairement au son qui lui a besoin de matière sur laquelle se déplacer. Donc en gros, si la lumière était comme le son, la Terre serait plongée dans le noir, le soleil ne serait pas visible et la vie ne serait jamais apparue. Comment aurais-je pu faire un épisode sur la lumière sans parler de sa vitesse? J'imagine que vous le savez déjà, c'est du rapide, on parle ici de près de 300 000 km par seconde. Alors juste pour le fun, en kilomètres à l'heure, ça fait un petit peu plus de 1 milliard. Le genre de truc impossible à s'imaginer tellement ça dépasse l'échelle humaine. En tout cas pour le moment. Alors plutôt que d'utiliser des chiffres tellement grands que ça voudra pas dire grand chose, je vais vous donner quelques exemples pour mieux vous situer dans le temps. Premièrement, quand vous regardez le soleil, c'était tel qu'il était il y a 8 minutes et 21 secondes, car je rappelle que la lumière est une onde, et comme pour n'importe quelle onde, il y a un temps à sa propagation. En fait, si le soleil venait à s'éteindre, nous nous en rendrions compte que 8 minutes et 21 secondes plus tard. Deuxième exemple, la sonde Voyager 1, qui a été lancée dans l'espace il y a presque 40 ans, en 1977 ou 77 pour mes chers amis français. C'est actuellement l'objet créé par la main de l'homme le plus lointain de la planète. Il se situe à une distance de plus de 20 milliards 600 millions de kilomètres de chez nous. C'est une distance tellement grande qu'il faut un petit peu plus de 19 heures pour qu'un signal radio qui voyage à la vitesse de la lumière démarre de Voyager 1 et arrive enfin aux frontières de la Terre. Il est notre source de vie. Le soleil nous apporte chaque jour la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur Terre. Sans lui, nous ne serions tout simplement pas là, et l'humain en a conscience depuis bien longtemps. Nombreuses sont les civilisations qui le considéraient comme un dieu, car ils avaient remarqué que, sans lui, les températures baissaient et le ciel s'assombrissait. Aujourd'hui, nous savons que c'est une étoile, une énorme machine naturelle capable de transformer des quantités astronomiques d'hydrogène en hélium. C'est le principe de la fusion nucléaire et qui est donc à l'origine de la lumière émise par notre étoile. Et vous imaginez bien que tout cela demande une certaine puissance, parce que oui, le soleil a une puissance. C'est ce qu'on appelle la constante solaire. En gros, c'est ce que recevrait en watts une surface d'1 mètre carré située à une distance équivalente à celle séparant la Terre et le soleil. Et ce, d'une manière parfaitement perpendiculaire de façon à ce que les rayons provenant du mètre carré de la surface du soleil forment un angle droit avec la surface située près de la Terre, ce qui donnera au final 1367 watts par mètre carré. De quoi alimenter votre aspirateur. Mais en sachant que la surface totale du soleil fait 282 740 milliards de mètres carrés, une petite multiplication nous donne le résultat incroyable d'environ 386 millions de milliards de watts. Ça veut pas dire grand chose dit comme ça, je vous l'accorde, donc pour simplifier le truc, il faudrait à l'ensemble de la production énergétique mondiale environ 80 000 ans pour fournir l'énergie que notre soleil produit en 1 seconde. Voilà, c'était pour la petite histoire de notre gigantesque ampoule stellaire.
Rappelez-vous, au premier point, je vous ai parlé de couleurs que l'humain pouvait percevoir et les plus attentifs auront retenu qu'il y a encore d'autres couleurs invisibles pour nous, Homo sapiens. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas le cas de toutes les espèces présentes sur Terre. Certaines se sont adaptées en fonction de leur mode de vie ou de leur environnement. Par exemple, le chat voit les mêmes couleurs que nous, sauf le rouge. Ça veut dire que son spectre visible est plus étroit que le nôtre. Par contre, ses pupilles à géométrie variable lui permettent d'avoir une vue très perçante en basse luminosité. Cela lui permet de capter un maximum de lumière et donc de mériter sa réputation de redoutable chasseur nocturne. De jour, il y a un autre prédateur tout aussi efficace, l'aigle. Il voit les mêmes couleurs que nous avec en bonus les infrarouges, en plus de sa capacité à jouer avec les contrastes et ainsi distinguer des petites proies même immobiles sur de longues distances. Tout cela varie évidemment en fonction de la composition de l'œil. La rétine et ses éléments au fond du globe oculaire jouent un rôle majeur dans la captation du spectre lumineux, un peu comme un appareil photo et son capteur. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de plonger partiellement dans un récipient transparent rempli d'eau, un objet long comme par exemple un couteau ou une règle? Vous pourrez constater qu'en regardant l'objet d'un certain angle de vue qu'il est comme cassé en deux. Ce ne sont pas vos yeux qui vous jouent un sale tour, mais plutôt un phénomène de réfraction de la lumière. Je m'explique. Lorsque la lumière se déplace, c'est toujours en ligne droite. Elle est capable de traverser la matière, mais dans certains cas, comme ici lorsqu'elle traverse deux milieux transparents différents, la lumière va changer de direction, ce qui va donner cette illusion de cassure de l'objet. C'est uniquement dû aux natures différentes des deux milieux qui sont souvent de l'eau et de l'air lorsqu'il s'agit de faire une démonstration simple et efficace du phénomène. Donc en résumé, la lumière ça va en ligne droite, mais dès qu'il y a un petit changement de nature entre deux milieux transparents qui sont sur sa trajectoire, la lumière n'aura pas d'autre choix que de changer de direction. C'est le genre d'expérience scientifique toute simple que vous pouvez faire chez vous sans risque de faire tout péter. Prenez un verre d'eau et une paille et vous constaterez vous-même ce phénomène optique des plus intrigants. Alors ici, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Dites adieu à votre logique habituelle et faites place aux lois parfois très étranges de l'univers. À votre avis, quel est l'objet le plus lumineux qu'on puisse trouver dans l'espace? Je vous donne 3 secondes. 3, 2, 1... Certains types de trous noirs. Et c'est pas une blague. Un trou noir est un objet si compact et si massif que sa gravité est telle que même la lumière ne peut s'en échapper. Il absorbe absolument tout ce qui est à sa portée. C'est un véritable glouton de l'espace au sein duquel les dégagements d'énergie sont si grands que la plus grande étoile ferait pâle figure en comparaison avec un trou noir. Ce mystérieux objet émet donc une quantité phénoménale de lumière, mais qui, malheureusement pour elle, n'arrive pas à s'échapper de la force d'attraction de son poids d'origine. Et qui dit pas de lumière, dit aussi pas d'image à recevoir pour nous. C'est pourquoi il est fort peu probable qu'on puisse un jour savoir à quoi ressemble l'intérieur de ces inquiétantes zones sombres de l'espace. Vous le savez, la lumière peut trouver sa source ailleurs que dans les étoiles. Je ne parle pas de lumière artificielle, mais bien de lumière d'origine naturelle. Et c'est là qu'intervient la bioluminescence. Alors, c'est quoi exactement? En fait, son nom résume bien tout. Bio pour vie et luminescence pour lumière, ce qui nous donne en gros lumière qui vient de la vie. Pour la petite explication, la bioluminescence est une réaction chimique provoquée par un organisme vivant qui va convertir l'énergie de la réaction en lumière. Tout d'abord, la réaction va produire des molécules qui s'appellent des luciférines. Elles vont ensuite s'oxyder, ce qui va les transformer en oxyluciférines. Et c'est via ce processus qu'il y aura des émissions de photons, et donc production d'une énergie lumineuse. Les espèces sont nombreuses sur Terre à posséder cette faculté, et parmi elles on retrouve les lucioles, certains poissons et même certains champignons. Ah, et aussi une autre espèce qui devrait vous être familière, en tout cas je l'espère. Je vais bien sûr parler de l'homme. Et oui, nous aussi nous avons la possibilité d'être lumineux dans l'obscurité, mais la quantité de lumière est si faible qu'il faut des appareils photo ultra sensibles pour capter le peu de photons qu'est capable d'émettre un être humain. Après la nature, passons à la lumière artificielle et plus précisément des ampoules qu'on utilise dans la vie de tous les jours. J'espère que vous vous souvenez que la lumière blanche est composée de plein de couleurs différentes, dont une partie visible par l'homme. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez chez vous, mais s'il vous reste des ampoules à incandescence classiques, eh bien sachez que vous ne pouvez pas voir une partie de la lumière qu'elle émet.
Dans ces émissions, il y aura beaucoup de lumière infrarouge, vous avez donc une quantité de l'énergie lumineuse produite qui est inutile étant donné que l'infrarouge, personne ne le voit et c'est la même chose pour les ampoules halogènes. Là où ça commence à devenir intéressant, ce sont les ampoules fluocompactes qui, elles, émettent très peu de lumière dans le spectre invisible par l'homme, mais il y a quand même un peu de perte énergétique. Au final, le top du top, et je vous promets que c'est pas une pub ni un placement, ce sont les ampoules à LED. Le gros avantage, c'est qu'elle va émettre de la lumière presque uniquement dans les longueurs d'onde visibles par l'homme, donc un besoin plus faible en électricité et du coup une consommation très modérée. Ajoutez à cela une durée de vie conséquente, mais un prix plus élevé aussi. Comptez 3 à 4 fois plus cher qu'une ampoule dite classique. Mais bon, si vous avez un éclairage qui est souvent allumé, je pense que ça peut être intéressant et votre compte en banque pourrait vous remercier. Imaginez un monde dans lequel la production d'énergie ne serait plus polluante. L'industrie de l'électricité serait propre et respectueuse envers l'environnement. Actuellement, c'est encore au stade de l'utopie. Le nucléaire et surtout les combustibles fossiles sont beaucoup trop bien implantés et surtout très avantageux financièrement. Ce sont des énergies relativement bon marché mais qui ont un coût environnemental énorme. Personnellement, je trouve ça dommage alors qu'on a une étoile ultra puissante à quelques 150 millions de kilomètres de chez nous. La distance peut faire peur, mais rappelez-vous en début de vidéo, une surface d'1 mètre carré juste au-dessus de notre atmosphère peut potentiellement recevoir une puissance de 1367 watts. Malheureusement, nous n'avons pas encore la technologie nécessaire pour capter l'énergie solaire dans l'espace et retransmettre tout son potentiel à la surface de la Terre. Nous ne pouvons nous contenter que d'immenses panneaux qui ne captent qu'une partie de ce que le Soleil nous envoie. Notre atmosphère et notre champ magnétique agissent comme un filtre et heureusement de côté parce qu'il ne ferait pas bon vivre du tout sur notre planète si nous avions à supporter la totalité de rayonnement de notre étoile. Alors peut-être qu'un jour nous aurons des stations orbitales qui feront office de capteurs solaires capables d'envoyer l'énergie du Soleil directement en surface via des câbles ultra résistants. La technologie de captation existe en tout cas, mais elle n'est totalement viable que dans l'espace et c'est justement ce qu'on va voir dans ce dernier point. Vous me connaissez, l'espace et moi c'est une grande histoire d'amour. S'il y a bien un rêve que j'aimerais réaliser, c'est un voyage spatial, mais disons que notre technologie actuelle est relativement limitée pour ce qui est de la viabilité, et surtout la propulsion de vaisseaux habités par l'homme. Il existe de nombreux projets en cours et l'un d'entre eux consiste à utiliser la lumière du soleil comme moyen de propulsion. Le concept est assez simple en fait. La lumière, composée de photons, sera réfléchie sur une voile solaire, un peu la manière du vent qui va pousser la voile de bateau. Sauf qu'ici la voile est faite d'un mélange de plastique et de kapton, un matériau connu pour sa grande résistance au choc thermique. Ça a l'air bien joli tout ça, sauf qu'une voile solaire c'est pas du tout puissant, mais vraiment pas. Alors déjà, on oublie ce concept pour un décollage depuis la Terre. La gravité est bien trop élevée pour qu'on puisse utiliser ce moyen de propulsion pour s'arracher à l'attraction de notre planète. Il faudra donc déployer la voile une fois que la force gravitationnelle n'aura plus ou presque plus d'effet sur le vaisseau spatial. Une chose qui n'est pas des plus faciles étant donné qu'une voile solaire doit être suffisamment grande pour capter suffisamment de lumière. Certains projets parlent de voiles ayant des dimensions de plus de 500 mètres. Mais heureusement pour ceux qui les réalisent, une voile solaire n'a pas besoin de passer par la case repassage. Cet épisode est terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Une page Tipeee est également à votre disposition pour ceux et celles qui souhaitent soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.